2019, il y a un de ses potes qui m'envoie un DM sur Insta qui me dit écoute, salut François, écoute, j'adore ton podcast. Si t'as envie, j'ai un pote qui s'appelle Joël Bouraima, qui est le coach sportif de Kanye West, des Kardashian, d'Omar Sy. Est-ce que ça te dirait de l'avoir dans le podcast ? À l'époque, quand je tape Anthony Bourbon sur Google, c'est l'entrepreneur le plus détesté de la place parisienne. En fait, je me suis lancé sur un coup de tête, tu vois, en 48-72 heures. Il a bossé avec des artistes comme Salvador Dali, des poètes comme Jacques Prévert. Et en fait, quelques heures plus tard, il a répondu positivement. Mémorable, tu vois, aujourd'hui on est à plus de 140 épisodes. À la fin de l'année, on sera autour de 180. Des moments de down, des moments de doute. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas viable, il faut que je sois à 100% sur ces projets-là. La diversité des entrepreneurs que je reçois dans le podcast, c'est aussi pour montrer que peu importe d'où tu viens, peu importe tes moyens au départ, tu peux effectivement entreprendre et réussir dans l'entrepreneuriat. En fait, globalement, tous les trucs positifs qui nous sont arrivés, c'était clairement du 100% naturel. Je me disais, les soirs, les week-ends, je pose des RTT pour bosser le podcast. Je faisais des tournages aussi en posant des jours de congé, tu vois, pour aller sur Paris et faire des podcasts. En fait, il n'y a pas vraiment d'excuse de dire « j'ai pas le temps ». Si tu te dis « j'ai pas le temps » pendant tes études, t'auras jamais le temps en fait. Tu vas avoir un profil beaucoup plus stylé en ayant développé un ou des projets pendant tes études que quelqu'un qui s'est limité à ses études et à son alternance. Faut pas hésiter à tester. Si ça marche pas, c'est pas grave, on arrête, on retente autre chose. Et l'entrepreneuriat, c'est un apprentissage. T'es en apprentissage tout le temps. Salut François, merci de... Salut Emma, tu vas bien ? Ouais, ça va et toi ? Je suis super contente que tu viennes nous parler de ton parcours sur le podcast des étudiants entrepreneurs. Tu viens juste d'être nommé Forbes et tu viens nous parler de ton parcours parce que en 2017, à 21 ans, sur un coup de tête, tu te lances dans la création de podcasts. Ouais. T'as pas d'expérience, t'as pas de réseau, tu sais pas faire des interviews. Exactement. Et tu décides de lancer ton podcast à côté de ton alternance. Ouais. T'es encore étudiant dans le web à l'école Digital Campus. Exactement. Aujourd'hui, ton podcast, il s'appelle Serial Entrepreneur. Ça fait 6 ans qu'il existe, que tu comptabilises plus de 130 épisodes, 140 000 écoutes sur toutes les plateformes. Un peu plus. Là, aujourd'hui, on est à un peu plus de 500 000 au total. C'est une vraie référence dans le podcast de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, tu peux en vivre en parallèle de Tête de Tigre, qui est ton agence de création audio et vidéo. Ouais. Et toi, comment tu vas ? Moi, écoute, ça va très bien. Je propose de commencer par un vrai ou faux. Okay. Pour te mettre dans le dur. Allez, let's go, je suis chaud. Je t'ai fait passer de l'autre côté. Ouais. Donc, on commence par ce vrai ou faux. Être nommé dans la liste Forbes des moins de 30 ans est un facteur clé pour le succès d'un podcast. Je pense qu'il y a des podcasts qui réussissent, tu vois, sans forcément être dans Forbes. Donc je dirais faux, même si pour le coup c'est un accélérateur. Donc je réponds vrai et faux, tu vois, entre guillemets. Il est essentiel d'avoir un réseau établi avant de se lancer dans un projet entrepreneurial. Faux, du coup. La plupart des podcasts sur l'entrepreneuriat ne dépassent pas 3 épisodes. C'est très probablement vrai. En fait, la réalité, c'est que effectivement, la grande majorité des podcasts ne dépassent pas 10 épisodes, on va dire, même 20. Donc c'est vrai, ouais. La formation est cruciale pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Pas du tout. C'est faux. Le podcasting peut être une carrière viable à long terme. Exactement. Travailler en alternance peut limiter la capacité d'entreprendre. C'est un avantage et un inconvénient dans le sens où c'est un avantage parce que tu as le temps de le faire. Et l'inconvénient, c'est que tu n'es pas à 100% pour entreprendre finalement. Mais je dirais que c'est quand même vrai. Recevoir des entrepreneurs célèbres n'augmente pas nécessairement les écoutes d'un podcast. Non, pas du tout. La durabilité d'un podcast dépend principalement de la qualité des invités. Non. Je pense que la qualité d'un podcast, ça va dépendre évidemment du host, de sa capacité justement à poser les bonnes questions, à avoir bien travaillé ses sujets, bien travaillé l'invité aussi, sa capacité à rebondir dans la conversation aussi. Donc je pense qu'il y a 50-50%, tu vois, entre l'invité et le host du podcast, qui fait qu'un podcast va marcher ou pas, tu vois. Et après, il y a effectivement un tout petit pourcentage dédié à la réalisation, à la production, pour que ce soit un minimum quali, tu vois. Bien sûr, avec Tête de Tigre. Pas forcément, bien sûr. Le succès d'un podcast peut être mesuré uniquement par le nombre d'écoutes. Non, pas forcément.
dans le sens où tu peux générer par exemple 1000 écoutes par mois, mais avoir 1000 personnes qui sont vraiment fans du podcast, qui du coup sont très engagées. Typiquement avoir, je sais pas, de faire du 100 000 vues par mois, mais avoir une audience peu qualifiée. Donc je suis pas d'accord avec ça, tu vois. L'entrepreneuriat étudiant est souvent sous-évalué en termes de potentiel de réussite. Ouais, exactement, parce que ces dernières années, notamment, on voit de plus en plus d'étudiants qui se sont lancés justement au moment de leurs études et qui ont réussi à créer des super business. Et ça montre que justement, entreprendre pendant ses études, c'est faisable. Et justement, tu t'apprends d'autant plus vite et d'autant plus que si tu fais uniquement tes études, quoi. Alors pourquoi sur un coup de tête, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat sans finir tes études et tu as lancé ton podcast spécial entrepreneur? Moi, écoute, j'ai tendance à prendre des décisions un peu sur des coups de tête. Okay. Donc c'était pas la seule décision que j'ai prise sur un coup de tête. À l'époque, j'écoutais beaucoup des podcasts, notamment un qui s'appelait Nouvelle École, qui était un super podcast à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui partait à la rencontre de personnes qui sortaient des sentiers battus. Donc c'était aussi bien des artistes, des sportifs, des entrepreneurs. Et moi, le côté entrepreneuriat m'intéressait beaucoup. Surtout que je commençais véritablement à le conceptualiser puisque je travaillais dans un accélérateur de start-up. Donc je côtoyais des entrepreneurs quotidiennement. Mais effectivement, ma problématique, mais qui n'en était pas une, c'était que j'avais pas de réseau, j'avais pas d'entrepreneurs dans mon entourage proche. Effectivement, j'avais pas de matos, je savais pas faire des interviews, etc. Mais du coup, je me suis dit que je vais prendre le problème à l'envers et que je vais contacter le premier invité avant d'avoir tout ça, en me disant, c'est au fil des invités, au fil des interviews, que je vais justement me créer un réseau, me créer une légitimité, créer un savoir-faire, une expérience, etc. Et c'est ce qui a fait que en fait, je me suis lancé sur un coup de tête, tu vois, en 48-72 heures. Parce qu'en fait, aujourd'hui, un podcast, tu peux le lancer très rapidement, sans trop te poser de questions. À partir du moment où tu apprends vite, et où justement, même si tu fais des erreurs au début, tu arrives à les corriger au fur et à mesure des épisodes. Se lancer sur un coup de tête, c'est généralement un bon conseil, tu vois, pour te lancer vite et apprendre vite. Forcément, tu vas faire des erreurs. Mais des lancements sur des coups de tête, c'est quand même pas trop mal, tu vois. C'est vrai qu'il ne faut pas trop se poser de questions. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter justement ton premier invité, tes premiers épisodes? Ouais, comment tu as réussi à les inviter justement? Ouais. Le premier, c'est un entrepreneur local, parce que moi je suis basé à Rennes. Et du coup, au départ, d'ailleurs, Serial Entrepreneur, moi je visualisais ça uniquement à Rennes, tu vois, même si dès le deuxième épisode, on est parti à Paris. Le premier invité, c'est un entrepreneur qui s'appelle Jacques Tiptifacon, et qui en fait, à l'âge de 30 ans, avait déjà une douzaine de restaurants à Rennes, donc des concepts originaux, etc. Donc c'était un des entrepreneurs phares de la ville, finalement. Et il n'y avait aucun média qui avait fait d'article sur lui, de contenu sur lui, à part il vient d'ouvrir tel restaurant, etc. Machin. Mais il n'y avait rien sur son côté perso, tu vois. Comment est-ce qu'il a réussi à 30 piges d'arriver avec 12 restaurants, des concepts originaux qui cartonnent, tu vois, sur Rennes. Et en fait, tout simplement, je l'ai contacté sur Instagram, je lui ai envoyé un DM sur Insta, en lui disant je m'appelle François, j'ai 21 ans, j'ai créé un podcast qui s'appelle Serial Entrepreneur. Je veux partir à la rencontre des entrepreneurs francophones pour mettre en avant toute la diversité derrière l'entrepreneuriat finalement. Et comment justement à travers des aventures humaines on arrive là où on est aujourd'hui. Donc tu vois, petit brief rapide, etc. Mais j'avais que ça, j'avais rien du tout. Donc j'avais quand même rajouté, j'aimerais bien t'avoir en premier invité pour lancer le podcast, un peu en tant que parrain du podcast. Parce que voilà, je suis curieux d'en savoir plus sur ton parcours. Et en fait, je me suis dit, s'il répond pas, bon, tant pis, ça lance pas le projet. S'il répond, là, ça me met un peu plus dans la merde, entre guillemets, en me disant, derrière, faut que j'achète du matos, faut que je bosse la trame, parce que j'avais pas de trame à ce moment-là. Et en fait, quelques heures plus tard, il a répondu positivement, en me disant, écoute, moi, je suis pas très à l'aise sur les formats interview, etc., mais je vais te faire confiance. Donc ça, en fait, quand tu lances un projet, c'est hyper important les premières personnes qui te font confiance. Peu importe parce que généralement, quand tu démarres, t'as pas grand-chose, entre guillemets, à part ta fougue, ton panache, ta personnalité, tu vois. Et en fait, c'est au fur et à mesure de ces personnes qui te font confiance que derrière, tu vas pouvoir créer quelque chose de cool et potentiellement de puissant. Donc ça, c'était le premier invité. Et après, un mois après, il y a un entrepreneur qui s'appelle Ludovic Huro, qui est le co-founder d'Attractive World, qu'il avait revendu. Ensuite, il avait monté une app de networking qui s'appelait Shaper, et qui cartonnait à New York.
Et en fait, il y avait un événement sur Rennes dédié au marketing. Il était invité en tant que speaker. Moi, j'avais vu la landing page de l'événement et j'avais vu qu'il était guest. C'était un des guests phares, tu vois, de l'événement. C'était quelqu'un de très suivi, qui avait revendu, je sais pas pour combien de millions d'euros à Tractive World. Et du coup, en fait, j'avais chopé son mail et je lui avais envoyé un petit mail en lui disant Salut Ludovic, est-ce que ça te dirait de faire un podcast? Je sais que tu es de passage à Rennes, ton business et les rencontres, etc. Donc, si ça te dit qu'on se rencontre et qu'on fasse un podcast, let's go, tu vois. Et là, pareil, je m'étais dit, pas de chance qu'il accepte, mais en même temps, son business est axé sur les rencontres. Donc, il y a aussi une chance où il accepte, tu vois. Et au final, il accepte, on fait ça à Rennes, etc. Donc, au fur et à mesure, en fait, tu vois, au départ, c'était un DM Insta, après, ça a été un mail, et après, ça s'est fait au fur et à mesure, généralement, soit par mail, soit par LinkedIn, soit par Instagram. Et tu vois, au fur et à mesure des épisodes, en fait, quand tu débloques un invité, c'est comme un peu dans un jeu vidéo où tu vas en débloquer d'autres. C'est-à-dire que Ludovic Euro, potentiellement, il va te recommander à d'autres personnes, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en réussissant à les avoir dans le podcast, tu débloques aussi de la légitimité au fur et à mesure des invités. Quand tu présentes un podcast, tu dis voilà, j'ai créé Serial, j'ai eu telle personne dans le podcast. Et tes invités, justement, ils vont être plus amenés à accepter l'invitation si tu as des références intéressantes, tu vois, en guest, que si tu viens juste de te lancer ou si tu as des références moins importantes, entre guillemets, sur ton podcast. Donc ça s'est fait comme ça, en fait, au fur et à mesure. Okay. Et quel est l'épisode le plus mémorable? Il y en a plusieurs, parce que, en fait, il y a évidemment beaucoup d'épisodes qui ont été mémorables. Tu vois, aujourd'hui, on est à plus de 140 épisodes. À la fin de l'année, on sera, je sais pas, je pense à 180, autour de 180. Je pense qu'un des premiers épisodes qui a été mémorable, c'est Jacques Séguéla, en numéro 10, donc fin 2018, où en fait, je sais pas si tu connais Séguéla, c'est une légende vivante de la pub. C'est un mec qui a accompagné des présidents de la République, des artistes, sur la publicité. Il a eu un César de la meilleure pub dans les années 70. Sachant que le César de la meilleure pub n'existait que 2 ans. Donc il a eu, tu vois, sur une des 2 années d'existence de ce César. Il a 0 concu. Exactement, 0 concu. Il a bossé avec des artistes comme Salvador Dali, des poètes comme Jacques Prévert. En fait, des noms qui te semblent, tu vois, qui te semblent improbables tellement aujourd'hui, tu vois, un Dali par exemple, c'est dingue, quoi. Et donc c'est quelqu'un qui a aujourd'hui plus de 80 ans. Il doit avoir peut-être 86 ou 88. Et en fait, en 2018, il sort un livre qui s'appelait Le diable s'habille en GAFA, sur justement les GAFA, tu vois, les grosses plateformes de réseaux sociaux, et en les critiquant notamment sur tous les mauvais côtés de ce qu'ils peuvent apporter. Et en fait, à ce moment-là, donc moi je dois être à 8 ou 9 épisodes, et je trouve son site internet, tu vois, jacquességuéla.com, et je vois un formulaire de contact. Je me dis, bon, qui ne tente rien n'a rien, tu vois. C'était quelqu'un que je voulais absolument dans le podcast parce que, je voulais, tu vois, mettre en avant son aventure de vie, etc. Et donc je passe par le formulaire de contact. Je lui envoie justement un mail en lui disant j'aimerais parler de ton livre, etc. Sauf que c'était sa vie qui m'intéressait, c'était pas son livre. Mais en fait, en me disant de mettre en avant le livre, tu vois, potentiellement, ça allait plus l'intéresser que de parler de sa vie. Et ce qui s'est passé, c'est que je lui envoie le formulaire. 2-3 semaines après, je reçois un appel un vendredi soir, je sais pas, à 19h. Je réponds pas, j'étais pas dispo. Et en fait, c'est un message vocal de son assistante qui me dit écoutez, monsieur Séguéla a accepté le podcast. Et donc là, évidemment, je suis super content. On programme le podcast. Et c'est à ce moment-là qu'on se lance dans les podcasts vidéo. Parce qu'en fait, on se dit... je me dis... on va faire un podcast au dernier étage de la Tour Havas, donc avec une vue Tour Eiffel, dans un bureau full vitré, avec les trophées de la publicité, etc. Tous les lions d'or, notamment le César aussi au milieu de la pièce. Et je me dis, si je fais que de l'audio sur ce format-là, mais je vais être un peu déçu de ce format, tu vois. Et je me dis, si je n'arrive pas à faire du contenu image, tu vois, que ce soit vidéo et photo sur cet épisode, je vais avoir des regrets, parce que voilà, t'es dans un lieu, faut immortaliser, exactement. Et c'est à ce moment-là qu'on se lance dans le podcast vidéo, du coup, sans trop savoir le potentiel du format, et que derrière c'est
un format qui va exploser et qui va même générer notre business quelques années plus tard. Donc ça, c'est le premier épisode qui finalement va être hyper marquant, tu vois, pour le podcast. Dans d'autres épisodes marquants, évidemment, on a eu Anthony Bourbon en 2020, où en fait, c'est son attaché de presse qui m'envoie un message sur LinkedIn, donc à l'époque attaché de presse de Feed, qui me propose le profil de Anthony, sachant qu'à l'époque, il n'est pas du tout connu, il est sur aucun réseau social. On est avant l'émission M6, donc il est présenté. À l'époque, quand je tape Anthony Bourbon sur Google, c'est l'entrepreneur le plus détesté de la place parisienne. Donc moi, ça m'intéresse, tu vois. Quand tu fais pas partie de la norme et que tu t'es pas forcément apprécié, tu vois, dans l'écosystème qui est très potentiellement cliché, etc., ça devient intéressant. Et donc j'accepte très rapidement en me disant je vais rencontrer quelqu'un de clivant, pas d'authentique, mais de singulier. Et du coup, la rencontre se passe, il y a un gros fit humain qui se passe pendant le podcast. On fait un super épisode, un des épisodes qui, je pense, a le plus cartonné sur Serial. Et 3 ans après, donc début 2023, il y a sa bras droit, qui est son ex-copine d'ailleurs, qui s'appelle Mélanie, qui m'envoie un texto en me disant écoute, 3 ans après, est-ce que ça te dirait de refaire un épisode avec Anthony ? Du coup, on a fait un deuxième épisode avec Anthony en 2023, où on l'a fait chez lui, dans son appart. Et je pense qu'on fait partie des rares podcasts qui l'ont reçu 2 fois. Et ce qui est cool, c'est que je pense qu'il y a une confiance mutuelle, il y a eu vraiment un vrai fit humain, tu vois. Il a fait partie aussi du jury Forbes au moment des sorties under sorties. Donc je pense que ça a aussi joué, tu vois, dans la sélection. Et après, je dirais que le troisième épisode marquant, même si c'est très difficile, tu vois, d'en sélectionner, parce qu'en vrai, il y a beaucoup d'épisodes qui ont été hyper marquants et qui ont créé des amitiés, du business, de plein d'autres trucs. Le troisième, c'est Coach Joe, Joël Bouraima, qui... alors, c'est un profil assez exceptionnel. C'est un mec qui a été le coach sportif d'Omar Sy pour Intouchable. C'est-à-dire que Omar Sy, quand il gagne le César d'Intouchable, il fait une photo, publie la photo du César en la dédiant à Coach Joe. Comme quoi il a eu un rôle hyper important dans le fait de ce César, en fait. Parce que, pour contextualiser, Omar Sy, avant le tournage d'Intouchable, il avait beaucoup de problèmes de dos. Et sur le tournage d'Intouchable, il devait porter François Cluzet beaucoup de reprises. Et en fait, ça faisait plusieurs années qu'il avait des gros problèmes de dos et potentiellement le tournage n'aurait pas pu se faire. Il aurait pu se blesser, etc. Et en fait, Joël Bouraima va l'aider justement, va le coacher pour ne plus avoir ces problèmes-là. Et finalement, le tournage se passe super bien et Joe aura un rôle important, tu vois, dans la réussite du tournage, entre guillemets, qui ensuite Intouchable deviendra, tu vois, un succès français dans les tops, dans les plus grands succès français, tu vois, du cinéma. Ouais. Et après, évidemment, il ne s'arrête pas là. Il devient coach sportif de Kanye West. Donc il fera la tournée mondiale de Kanye West avec Kanye. Ensuite, il deviendra coach sportif des Kardashians. Donc il partira vivre à Los Angeles avec sa famille. Et quelques années plus tard, en 2022, il deviendra professeur de sport de la Star Academy. Et aujourd'hui, tu vois, il est coach sportif de très grandes personnalités. Il n'est pas que ça, parce que c'est un être humain exceptionnel. Et en fait, ce qui s'est passé pour la rencontre, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est en 2019, il y a un de ses potes qui m'envoie un DM sur Insta, qui me dit, que je ne connais absolument pas, et qui me dit écoute, salut François, écoute, j'adore ton podcast. Si t'as envie, j'ai un pote qui s'appelle Joël Bouraima, qui est le coach sportif de Kanye West, des Kardashians, d'Omar Sy. Est-ce que ça te dirait de l'avoir dans le podcast ? Donc là, on est en 2019. Évidemment, moi je dis oui, je suis carrément partant. On est mis en relation sur WhatsApp. Et après, en fait, arrive le Covid. Et donc lui est bloqué à Los Angeles, il reste à Los Angeles, il va pas venir en Europe, tu vois, pour le Covid, etc. Donc se passe 2 ans entre 2020, enfin même 3 ans entre 2019 et 2022, où ne se passe rien finalement. Enfin on se dit, moi je veux absolument le faire en physique, je veux pas le faire à distance, donc je lui dis, bah écoute, dès que tu reviens en France, tu me tiens au jus, etc. Et on boucle le podcast. Et fin 2022, je vois qu'il est recruté dans la Star Academy pour le grand retour de la Starac sur TF1. Et là, je lui envoie un WhatsApp en lui disant, bah écoute, j'ai vu que tu étais sur Paris bientôt, là, est-ce que ça te dirait de programmer ce podcast qu'on attend depuis un moment et tout ? Et il me fait, bah carrément, là, je suis dispo telle date et tout, on boucle le podcast. C'est une masterclass en termes de contenu, de parcours de vie, vraiment le côté humain, pour moi, c'est hyper important, et pour le coup, on le ressent vraiment dans l'épisode.
L'épisode cartonne aussi, à tel point qu'il reçoit beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, de gens qui lui disent je viens de regarder le podcast de Serial, j'ai trouvé ça giga cool, etc. Il m'envoie les screens de ces messages en me disant je suis trop content parce que ça prépare la sortie de mon livre début 2023. Et donc, tu vois, quelques semaines après, je sais pas, un mois et demi avant la sortie du livre, il m'envoie son livre en avant-première. Et derrière, tu vois, on s'est revus en janvier dernier sur un dîner. Et c'est quelqu'un vraiment de... Enfin, c'est une super rencontre, tu vois. C'est vraiment l'exemple d'une rencontre assez improbable qui crée d'autres trucs derrière et qui a un impact sur les gens qui ont regardé, écouté le podcast, qui ont un impact sur l'invité. Parce que derrière, ça lui envoie du love, en fait. Et ça, c'est hyper important, tu vois, sur les podcasts qu'on fait avec Serial, que les invités reçoivent un maximum de love après la diffusion des épisodes. Et du coup, bah, ça crée aussi des amitiés, ça crée tout un tas de choses. Donc je dirais que ces 3 épisodes sont hyper marquants. Ces 3 invités sont hyper marquants, même si effectivement, il y en a plein d'autres aussi. Ok, merci. Et là, tu n'étais plus étudiant? Non, moi j'ai fini mes études en 2019. J'ai obtenu mon master en 2019, été 2019, tu vois. D'accord. Et justement, cette frontière entre le pro et le perso, parce que le podcast, c'est quand même du travail, y a des fois où tu t'es dit je peux pas franchir la barrière ou il faut que je me protège. Je pense qu'il y a effectivement quelque chose qui est très relié à l'intuition, même pendant l'échange, de sentir si potentiellement derrière ça peut créer des trucs. Faut pas forcer les choses, et effectivement, tu vois, il y a des tournages aussi qui se passent moins bien, qui sont moins intéressants, qui sont peut-être plus décevants au moment de la rencontre, etc. Mais faut prendre les choses comme elles viennent et faut pas se mettre de pression sur bah là je vais lui envoyer un message après machin, je veux garder la relation, etc. Je veux potentiellement créer d'autres trucs. En fait, globalement, tous les trucs positifs qui nous sont arrivés, c'était clairement du 100% naturel. C'est-à-dire qu'on n'a jamais forcé les choses se sont créées toutes seules, sans pression, tu vois, particulière. Et c'est ça c'est la magie aussi, tu vois, des rencontres, du podcast, mais même des rencontres hors podcast, etc. C'est que derrière, t'es jamais 100% sûr de ce que ça va créer, en fait. Si ça crée rien, tant pis, t'auras rien perdu, parce que t'auras quand même créé une conversation cool. Mais si ça crée des trucs après, bah, pour le coup, t'auras gagné plein de choses, tu vois, humainement. Puis parfois, effectivement, derrière, ça génère aussi du business ou des opportunités. Mais faut pas le voir en mode si ça m'apporte rien derrière, je serai déçu. C'est pas ça en fait qui va faire que tu vas être contente d'un échange ou pas, tu vois. Bien sûr. Mais l'intuition et la sensibilité chez un entrepreneur, c'est un véritable atout. Ouais, exactement. Pour moi, c'est clairement le socle de tout. Et tu vois, ça reprend aussi le début sur la décision coup de tête, etc. Tu vois, c'est très relié à l'intuition. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui fonctionnent à l'intuition. Évidemment, il y a d'autres paramètres à prendre en compte, parce que sinon, on ferait tout à l'intuition et ce serait peut-être un bordel. Mais en fait, dans la prise de décision finale, il y a toujours une partie d'intuition. En fait, plus tu gagnes en expérience, et c'est ça toute la force de l'expérience de quelqu'un qui en a 15 et quelqu'un qui en a entre guillemets, qu'une année d'expérience, c'est plus tu gagnes en choses positives, mais aussi en choses négatives, ton intuition va s'affiner et va faire en sorte que tu vas réussir à prendre des décisions encore plus comment dire, enfin encore meilleures en fait dans tes choix, etc. Contrairement au début, bah forcément tu vas faire plein d'erreurs, tu vas faire plein de choses qui vont peut-être pas t'apporter, etc. Mais ton intuition va s'affiner et va devenir de plus en plus forte au fil des années en fait. Quel est le point commun que tu as vu, ressenti avec tous les invités que tu as reçus? Je pense clairement de la détermination, de ce côté sérendipité aussi. La sérendipité, c'est un mot qui à la base vient des US, qui est relié au fait que le côté aléatoire justement des rencontres va t'apporter, tu vois, des choses. Donc au tout début de ton aventure, il faut accepter un maximum de choses, dans la mesure du possible, etc. Et en fait, en acceptant ce côté aléatoire, ça va créer des trucs encore plus fous que tu aurais imaginé, tu vois. Et ça, tu vois, c'est vraiment ce que j'ai vu entre la détermination, la sérendipité, évidemment la résilience aussi, parce que
Des moments positifs, il y en a plein, mais des moments négatifs, il y en a beaucoup plus. Des moments de down, des moments de doute. Et si t'es pas résiliente, ça peut vite te poser problème dans une aventure entrepreneuriale où très clairement tes moments de down, il y en aura plein, tu vois, des échecs, il y en aura plein. Mais ça fait partie du jeu, il faut l'accepter et il faut garder le cap sur ta vision de ton business finalement. Et en faisant ça, potentiellement ça peut ou pas, hein, ça peut ou pas marcher derrière. Justement, toi qui écoutes tous ces entrepreneurs qui voient leur parcours, les réussites, les échecs, toi tu les vis comment tes moments de down? Mal, hein. C'est pour ça c'est facile à dire dans le sens où en fait la résilience c'est pas quelque chose que tu visualises au moment où tu vis tes moments de down. Parce que tes moments de down en fait c'est globalement t'es mal, tu te dis ouais j'ai fait tout ça pour pas grand chose sur certaines actions, tu vois, pas sur la globalité de ton aventure. Mais du coup, la résilience, c'est la capacité à se relever de ces moments de down. Donc si t'es dans le down et que tu restes dans le down, là, c'est problématique. Si le down te stoppe, là aussi, c'est problématique. Mais si tu arrives, justement, même si tu vas un peu grogner et être triste trop longtemps, et que tu te relèves pas, ça va être problématique. Mais c'est vraiment cette capacité à se relever, tu vois, la résilience. Parce que des moments de doute, etc., ça fait partie, tu vois, du jeu. Qu'est-ce que tu aimerais qu'un étudiant retienne quand il écoute tous tes podcasts? Que globalement, tu peux réussir même si tu ne viens pas d'un environnement favorisé. Ça, pour moi, c'est hyper important. Que la diversité des entrepreneurs que je reçois dans le podcast, c'est aussi pour montrer que peu importe d'où tu viens, peu importe tes moyens au départ, tu peux effectivement, tu vois, entreprendre et réussir dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a beaucoup qui l'ont montré. Évidemment, quand tu viens d'un environnement comme le mien, avec des moyens beaucoup plus faibles, etc., forcément, ça va être beaucoup plus difficile. Mais vraiment, la mission du podcast, le message du podcast, c'est, franchement, si tu te donnes à fond et que tu le fais avec le cœur, tu vois, t'as quand même beaucoup de chances que ça marche. Après, il y a plein de facteurs aléatoires, mais c'est montrer tout un tas d'aventures humaines, que rien n'est duplicable finalement, que chaque aventure est unique, mais qu'en montrant que toutes ces aventures sont uniques, derrière, tu te dises en fait en écoutant ces podcasts ou en les regardant, ok, moi aussi je peux le faire, tu vois. Et ça pour moi c'est hyper important et tu vois, ce qui est cool c'est qu'on reçoit toutes les semaines des messages de gens qui soient étudiants ou pas d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on a forcément aussi beaucoup d'étudiants qui peuvent écouter le podcast, que ça leur crée un déclic et que ça aussi les motive dans des moments de doute, puisque clairement pour les étudiants ces dernières années ça n'a pas été hyper facile, hein, le coût de la vie, tout le contexte, toutes les problématiques, etc. Mais faut garder cette positivité, garder cette fougue, tu vois, de la jeunesse, garder ce panache et à travers tout ça, ça peut créer des choses hyper cool. Je pense que c'est un bon message, tu vois. Avant de passer à la deuxième partie, tu commences tous tes podcasts par dans quel environnement tu as grandi? Donc je te retourne la question. Ouais. Moi j'ai mes deux parents qui sont fonctionnaires. Mon père a été prof, il est parti à la retraite en 2019-2020. Et ma mère a bossé dans le social, elle bosse encore dans le social aujourd'hui, en tant qu'assistante sociale. Et maintenant en tant qu'animatrice locale d'insertion. Et ma mère est née au Portugal, donc elle est arrivée en France très tôt. Et mon père, lui, est né en Algérie française, d'une famille franco-espagnole. Et donc il est arrivé pareil en France très tôt. Et ils sont dans un état d'esprit où j'ai grandi dans un état d'esprit où il fallait pas prendre de risques. Il fallait, tu vois, la sécurité, mais ce qui est normal et ce que je comprends complètement quand tu arrives avec rien en France et que tu dois tout créer en fait. Évidemment que tu cherches de la sécurité. Et pour le coup, vu qu'ils ont réussi à avoir cette sécurité, c'est aussi cette sécurité qui m'a permis, moi, derrière, d'avoir un état d'esprit différent en me disant je peux créer beaucoup plus que de la sécurité.
Et c'est ça aussi qui m'a poussé à entreprendre, tu vois. De me dire, moi je m'en fous d'avoir un CDI. Et d'ailleurs j'ai été salarié aussi de 2019 à 2022. Mais pour le coup, c'est un peu, tu vois, l'environnement dans lequel j'ai grandi. Pas du tout entrepreneur, aucun entrepreneur dans ma famille. Mais pour autant, tu vois, c'est pas ça qui m'a bloqué dans le fait d'entreprendre. Et c'est ça aussi le message que je veux donner, c'est même si l'entrepreneuriat, tu vas le conceptualiser très tard comme j'ai pu le faire, bah n'hésite pas juste à créer des trucs. La créativité, tu vois, c'est quelque chose que tu as en toi, tu vois. Et après, derrière, en faisant des petits projets, en les enchaînant, etc., tu vas te créer des passions, tu vas te créer des intérêts. Et en fonction de ces intérêts, ces passions, bah derrière, peut-être qu'un jour, tu créeras ta boîte. Donc on passe à la deuxième partie, la partie mode d'emploi. Ouais. Là, c'est la boîte à outils pour aider les étudiants entrepreneurs. Ok. Donc la première question que je te pose, c'est quels sont les avantages pour toi de se lancer encore étudiant? Bah, en fait, quand on est étudiant, on a l'impression qu'on n'a pas le temps. Mais la réalité, c'est que pendant ces études, c'est probablement le moment où on a le plus de temps pour créer des trucs. Et pour le coup, ça, c'est un vrai avantage. C'est tout le temps que... Alors après, l'idée, c'est pas de supprimer toutes les soirées, tout le côté vie étudiante, qui pour le coup est hyper important, parce que voilà, c'est des années importantes, tu vois, d'un point de vue social, etc. Surtout après la période qu'on a vécue sur 2020, 2021, etc. Donc je dirais que c'est de se dire, ne pas hésiter à mettre des plages horaires de bah là je vais bosser un projet en parallèle de mes études, parce que les études ne font pas tout, tu vois, aujourd'hui, c'est important de développer des soft skills, des passions à côté, des projets, etc. Et du coup, c'est pour ça que les études, tu vois, c'est le moment parfait pour se lancer, en fait. Parce que derrière, potentiellement, si tu te lances après tes études, bah, il faut que tu réussisses assez rapidement. Donc tu vas avoir cette problématique de timing que tu n'as pas pendant tes études. Pendant tes études, tu peux avoir une activité parallèle sans que ça te pose des problématiques financières, etc. Tu vois. Tu as senti une vraie différence entre le moment où tu avais ton podcast en étant encore étudiant et après quand tu es passé de salarié avec ton projet à côté? Ouais. Franchement, alors la particularité, c'était que j'étais en études, mais j'étais aussi en alternance. Donc j'avais quand même, tu vois, cette partie job assez tôt et dès le début du podcast. Donc j'avais très peu de temps finalement, même si du coup, je me disais les soirs, les week-ends, je pose des RTT pour bosser le podcast. Je faisais des tournages aussi en posant des jours de congé, tu vois, pour aller sur Paris et faire des podcasts. Donc en fait, il n'y a pas vraiment d'excuse de dire j'ai pas le temps. Si tu dis j'ai pas le temps pendant tes études, c'est bah t'auras jamais le temps en fait. Et après, quand j'ai été en CDI, bah, en fait, c'était exactement le même modèle que quand j'étais en alternance. Je bossais les soirs, les week-ends, et je reposais des jours de congé. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas viable, il faut que je sois à 100% sur ces projets-là. Mais en tout cas, c'est pas une excuse de dire, tu vois, j'ai pas le temps. C'est comme, comme tout, en fait. Si tu dédies du temps à créer des trucs, sans te mettre de pression de, voilà, il faut que ça génère tant, etc., bah derrière, ça peut t'amener à faire des trucs hyper cool, quoi. Tu arrives à avoir des invités exceptionnels. Est-ce que tu peux nous faire une masterclass sur un invité que tu aimerais absolument avoir? Tu nous dis comment tu t'y prends, comment tu fais. La masterclass. Ok. Écoute, je vais te prendre en exemple un des entrepreneurs que je kifferais avoir, tu vois, sur Serial. Par exemple, un Squeezie, qui pour moi, je pense, fait partie de ces entrepreneurs nouvelle génération qui ont réussi à... Déjà, ils se sont lancés très tôt. Enfin, Lucas, il s'est lancé il y a 10 ans sur YouTube. Mais en fait, ce qu'il a réussi à faire, et ce que peu finalement ont réussi à faire, c'est de se créer un écosystème business sans trop le conceptualiser, tu vois, comme du business, parce que c'est de l'art majoritairement, c'est de la créativité, c'est de la création de contenu. Mais aujourd'hui, tu vois, il a une boîte de prod, une agence d'influence, une marque de fringues. Enfin, tu vois, il a une société immobilière aussi. Enfin, il a tout un écosystème business qu'il a réussi à créer. Sans présenter un business plan à la banque. Bien sûr. Et tout ça en fonds propres, tu vois. En ayant évidemment des échecs, des réussites, etc. Parce que il n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain, tu vois, en ayant tout ça. Que pour le coup, il a vraiment tu vois, une aventure qui est assez incroyable et qui mériterait d'être mise en avant sur le côté humain et business. Parce que même s'il a eu un docu, on voit le côté humain, mais on voit pas le côté business. Donc lui, typiquement, c'est quelqu'un que j'aimerais avoir. Comment je procéderais pour l'avoir? Je pense que j'irais dans son écosystème, tu vois, genre son entourage, potentiellement des gens qui bossent avec lui,
son agence Bump, tu vois, qui est l'agence d'influence. Et je procéderai par contacter ces gens-là, leur envoyer des petits mails, en leur expliquant la mission du podcast, mes intentions, en leur montrant aussi des exemples de ce qu'on a déjà fait, tu vois, pour les rassurer aussi, parce que évidemment, ils sont contactés, ils doivent recevoir, je sais pas, des centaines de messages par jour. Donc c'est ça la difficulté, c'est de réussir à avoir des gens qui sont ultra sollicités et de leur montrer qu'ils ont un intérêt à passer dans le podcast. Parce qu'en soi, en termes de... Si je lui parle juste d'audience, il n'a aucun intérêt à passer sur Serial. Mais en termes d'expérience, de conversation et de ce que ça peut apporter justement aux gens qui écoutent le podcast, c'est vraiment de montrer tout cet aspect-là pour potentiellement avoir une réponse de quelqu'un qui un jour va te dire ok, je trouve ça carrément cool, je vais lui proposer. Et après, ça c'est à lui, tu vois, de dire oui ou non. Mais c'est vraiment comme ça que je procéderai. Mais pas en direct, parce que en fait, avec ces typologies de créateurs, tu vas difficilement les avoir en direct sur le premier contact. Tu vois, aujourd'hui, sur beaucoup de nos invités, on passe par des agents, des attachés de presse, des agences aussi, qui gèrent les intérêts, tu vois, de personnalités publiques. Et en fait, tu es obligé de passer par cette étape-là, parce que c'est des gens qui ne gèrent pas du tout cette partie-là et qui vont pas te répondre en DM sur Insta, tu vois. Squeezie, Donc il y a lui, potentiellement il y a Boulou Dachour aussi. Mais moi ma problématique c'est que tous les tops que je veux, c'est des gens qui sont très rares en interview, qui n'aiment pas du tout le format interview. Donc je me rajoute, tu vois, des problématiques. Mais je me dis que de fil en aiguille, même en invitant aussi des gens qui sont dans leur écosystème, que potentiellement derrière, si la personne que tu invites, qui est dans son écosystème, apprécie le podcast, et que derrière ça fit humainement, etc., t'es pas à l'abri qu'elle te dise écoute, si tu veux que je te propose telle personne, je te propose directement son profil et let's go. Et ça, tu vois, ça nous est arrivé quoi, à plein de reprises. Surtout la difficulté d'apporter quelque chose à quelqu'un qui n'a potentiellement besoin de rien. Ouais, exactement. Surtout que c'est exactement ça, ils ont des audiences énormes et en fait ils n'ont pas envie de raconter leur vie, tu vois. Genre Squeezie, il a eu un documentaire, il s'est fait interviewer par son pote Hugo Décrypte sur une super interview sur France 2. C'est clair que tu rajoutes des aspects de difficulté, tu vois, au fait qu'il passe sur ton podcast. Mais après, on a quand même eu des beaux invités sur Serial, qu'on n'est pas à l'abri, tu vois, de réussir à l'avoir dans les prochains mois, les prochaines années. En tout cas, on fera tout pour, quoi. Comment tu as vécu le fait d'entreprendre en dehors de Paris, alors que tu t'adresses à un écosystème qui est malheureusement basé qu'à Paris? Les entrepreneurs sont en grande partie dans la capitale. Ouais, en fait, ça, je l'ai pas trop... Au départ, je l'ai pas trop visualisé, tu vois. Parce qu'il y a des écosystèmes d'entrepreneurs en province. D'ailleurs, à Rennes, il y a un écosystème assez fort. À Lyon, pareil, Bordeaux, enfin globalement dans les grandes villes de France, tu vois, il y a des beaux écosystèmes. Mais effectivement, il y a quand même 90%, 95% des choses qui se font à Paris. Et si tu crées du contenu sur l'entrepreneuriat et que tu vas pas à Paris, soit tu te positionnes uniquement sur un écosystème local en te disant je vais parler qu'avec des entrepreneurs de Rennes, et c'est très bien. Soit tu vises un peu plus grand et tu te dis ok, je vais aller sur Paris. Et donc, dès que je l'ai visualisé, je me suis dit je vais venir fréquemment sur Paris. Et c'est le cas aujourd'hui. Tu vois, on est 2 à 3 fois par semaine à Paris, etc. Tout en ayant la vie à Rennes. Le côté chill de Rennes et le côté effervescence, dynamisme de Paris, qui pour le coup, moi, c'est un équilibre que je vis bien et qui se passe très bien, tu vois, aujourd'hui, quoi. Et justement, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un étudiant pour gérer son temps entre les études et son projet à côté et voir l'alternance en plus? Ouais. Donc franchement, le conseil que je donne, et j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est vraiment de définir, tu vois, des temps dédiés à son projet. De se dire, là, typiquement, cette semaine, je suis en cours de 9h à 18h, par exemple. Ce qui est assez rare, d'ailleurs, d'avoir un cours tous les jours de 9h à 18h. Mais de se dire, ok, là, entre 18h et 20h, je vais bosser, quitte à rester dans l'école, d'ailleurs, parce qu'il y a des écoles qui sont ouvertes aussi le soir, etc. Quitte à rester dans l'école et bosser sur son projet de cette manière.
Et c'est vraiment, tu vois, dédier ça, donc effectivement poser des RTT, des jours de congé pour travailler aussi. Et puis après, il y a évidemment les week-ends. Ou les week-ends, tu peux te dire, alors l'idée c'est pas de bosser tous les week-ends parce que derrière tu vas te cramer rapidement, mais de se dire, ok, je dédie une demi-journée par week-end à mon projet pour le développer, tu vois, au fur et à mesure. Et globalement, tu vois, c'est des choses qui se font bien. Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui se sont lancés comme ça, en études, au fur et à mesure, tu vois, en se disant, ok, là, ces 6 premiers mois, je vais dédier, je sais pas, 3 heures, 4 heures, 6 heures par semaine, par exemple, et ensuite augmenter ce temps en fonction de l'évolution du projet, etc. Et après, pourquoi pas, à la fin de ces études, le projet a tellement avancé qu'en fait, ils peuvent se lancer à 100% sur ce projet-là, quoi. Je pense que vraiment, c'est le meilleur conseil possible, tu vois, pour développer un projet à côté de ses études. Ok. Quel doit être l'état d'esprit d'un étudiant qui veut entreprendre? Je pense que faut que tu sois curieuse. Je pense que c'est hyper important. En fait, la curiosité, je pense que ça fait partie du socle, tu vois, des entrepreneurs. La curiosité t'amène en fait à découvrir des intérêts, des passions, et potentiellement qui se transforment derrière en projet. Je pense que la curiosité, c'est important. Évidemment, la détermination. On retrouve les mêmes qualités requises qu'ont les entrepreneurs que je peux recevoir dans le podcast. La résilience aussi, parce que effectivement, c'est important. Le panache aussi, dans le sens où faut pas hésiter à tenter des trucs. Faut pas hésiter à tester. Si ça marche pas, c'est pas grave, on arrête, on retente autre chose. Et ce côté panache, c'est de se dire, ok, cette personne-là, qu'est-ce qui va faire que je vais l'intéresser? Qu'est-ce que je vais pouvoir créer qui va l'intéresser? Pour ensuite, derrière, peut-être lui proposer un café, une rencontre, tu vois, un moment d'échange. Ce qui est sûr, c'est que si tu y vas uniquement en tant qu'étudiante, sans projet à côté, etc., ça va être très difficile d'avoir cette personne. Mais si derrière, tu as créé, je sais pas, un média, effectivement un podcast, ou autre, ou même un projet business, et en fait tu présentes justement ce projet business à quelqu'un et tu lui dis j'aimerais avoir de tes conseils, etc., c'est des choses qui peuvent, tu vois, accélérer un projet. Parce que tu sais jamais sur qui tu vas tomber et qui va te donner le bon conseil, tu vois, le bon tips, qui va te permettre de passer à la vitesse supérieure ou qui va te permettre de connecter avec d'autres gens. Et ça, pour moi, c'est vraiment, tu vois, des bases importantes. Et après, derrière, en fait, il y a tout un tas de qualités qui fait que les gens sont singuliers, les gens sont eux-mêmes, et c'est ça qui va faire la réussite d'un projet derrière, tu vois. Mais quand on a ses études, son entreprise et son projet, comment rester focus sur son projet entrepreneurial? Je pense qu'il ne faut pas non plus trop se mettre de pression. De se dire que, ok, évidemment, je vais donner tout ce que j'ai à donner sur ce projet pour voir s'il peut réussir. Et à partir du moment où ça fonctionne, de se dire, ok, là, il va falloir que je dédie plus de temps. Sans que généralement, les contrats d'alternance, d'études, etc., on va être sur 2, 3, 4, 5 ans, etc. Donc c'est globalement une période assez courte, même si quand on la vit, on trouve que c'est long. Mais c'est vraiment de se dire que, oui, ça va être plus difficile que si tu faisais rien à côté, mais oui, ça va t'apporter tellement plus que quelqu'un, tu vois, qui ne fait que ses études, entre guillemets. Tu vas avoir, évidemment, tout dépend le job que tu veux faire, le business que tu veux faire, etc. Mais demain, tu vas avoir un profil beaucoup plus stylé en ayant développé un ou des projets pendant tes études que quelqu'un qui s'est limité à ses études et à son alternance. En fait, tu vas montrer à travers ça ton état d'esprit. Tu vas apprendre beaucoup sur le moment aussi, parce qu'on ne l'a pas dit, mais l'entrepreneuriat, c'est un apprentissage. Tu es en apprentissage tout le temps. En fait, quand tu es dans tes études, tu penses que l'apprentissage se termine à la fin de tes études, mais en fait, la réalité, c'est que tu apprends tout le temps. C'est tous les jours, toutes les semaines, à travers des rencontres, à travers des choses que tu apprends, etc. Et ça, tu vois, être en constant apprentissage, c'est quelque chose d'hyper important aussi. Bonjour, je m'appelle François Lay, je suis le fondateur du podcast Serial Entrepreneur. C'est l'un des podcasts business les plus écoutés en France depuis 2017.
Et je suis également le cofondateur de l'agence Tête de Tigre. On est une agence de podcast qui accompagne des entreprises, des marques et des entrepreneurs à créer, à développer leurs podcasts en audio et en vidéo. Et du coup, mon message pour les étudiants qui sont entrepreneurs ou qui veulent entreprendre, c'est vraiment soyez déterminés, soyez vous-même, soyez singulier aussi, sachant que la singularité, c'est vraiment le fait de se révéler au fil des expériences et au fil des années finalement. Restez positif le plus possible. Trouvez un maximum de temps pour travailler sur votre projet. Parce que les études, c'est bien, c'est hyper important, il faut les réussir. Mais le côté projet à côté de vos études est tout aussi important. Et c'est pas facile tous les jours, hein, puisque le fait de cumuler études, potentiellement entreprises et projets, c'est évidemment difficile en termes de rythme, mais il faut garder le cap. Et en fait, ce qui est assez cool, c'est que tout ce que vous allez prévoir à travers vos projets, en fait, potentiellement, ce qui va vous arriver sera tellement plus grand que les attentes que vous aviez vis-à-vis de ce projet. Et c'est ça qui est fou, en fait. C'est tout le côté aléatoire de ce que va créer, en fait, vos différentes actions au fil des mois, au fil des années. Et vous serez d'autant plus fiers à la fin de votre aventure entrepreneuriale et à la fin de vos études, en vous disant que vous n'avez pas eu juste vos études, mais derrière quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus global. Merci beaucoup François. Merci à toi Emma.